Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce journal de 15 heures. Voici les titres. Le chef d'État préside les travaux de la 5e séance du Conseil des ministres. Pour les actualités internationales, en Égypte, le Premier ministre japonais entame sa tournée africaine. C'était le titre, mesdames et messieurs. Le journal au complet, je vous disais dans les titres, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 5e séance du Conseil des ministres ce mardi 2 mai 2023. Plusieurs questions ont été inscrites à l'ordre du jour. Voici le rapport avec le porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 5e séance du Conseil des ministres en ce mardi 2 mai 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 5 questions. La première question concerne un projet de loi portant adoption de la stratégie nationale en médicaments et produits pharmaceutiques 2023-2027. L'accès aux médicaments, vaccins et technologies de santé sûres, efficaces, de qualité, à un coût abordable, constitue l'une des fonctions essentielles de tout système de santé. Notre pays a décidé d'opter pour la mise en œuvre de politiques pharmaceutiques nationales capables d'aligner les besoins en santé publique aux objectifs de développement économique et social à l'échelle nationale, tout en encourageant une collaboration intersectorielle. Cette politique permettra de respecter la législation et la réglementation en vigueur en couvrant l'ensemble du cycle de vie des médicaments et produits pharmaceutiques, depuis la recherche-développement jusqu'à la commercialisation et l'utilisation, en passant impérieusement par la chaîne d'approvisionnement des marchés publics et privés. En effet, une chaîne d'approvisionnement performante est une chaîne résiliente qui cherche à minimiser les irrégularités et ou les pénuries de produits pharmaceutiques, imputables à une mauvaise gouvernance et coordination, à l'insuffisance du système de stockage et de distribution, à l'incapacité de financer les besoins pharmaceutiques et plus précisément à des situations d'urgence à titre des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales engendrées par la pandémie du Covid-19, qui ont influencé négativement l'offre de soins et particulièrement la disponibilité des médicaments et de produits de santé essentiels. Notre pays, à l'image des pays dépendants des marchés régionaux et internationaux, des médicaments et des produits de santé essentiels, veille régulièrement au renforcement de sa chaîne d'approvisionnement. Au vu de l'intérêt que revêt ce chantier dans le système de santé djiboutien et en parallèle au projet de politique pharmaceutique, il a été jugé incontournable d'élaborer une stratégie nationale d'approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques essentiels à la République de Djibouti. Cette nouvelle stratégie d'approvisionnement est axée sur 3 orientations stratégiques, qui sont les suivantes. Améliorer la gouvernance et optimiser les ressources, consolider le cycle de gestion de la chaîne d'approvisionnement, renforcer la gestion de la qualité de la chaîne d'approvisionnement. Ces orientations sont déclinées en 12 actions. Afin de rendre cette stratégie opérationnelle, il faudra augmenter la capacité financière et logistique de la CAM. La deuxième question est relative à un projet de loi portant adoption de la politique pharmaceutique nationale, donc 2023-2027. La pandémie du Covid-19 qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement en médicaments et en produits pharmaceutiques et ses conséquences incitent le gouvernement à élaborer une nouvelle politique pharmaceutique nationale pour les 5 prochaines années. Ce projet de loi répond aux objectifs de renforcement de la gouvernance par la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire adéquat et de celle d'un système d'approvisionnement capable de garantir une accessibilité des médicaments de qualité, de la promotion d'une production locale de médicaments et facilitera l'éducation thérapeutique en matière de médicaments et de produits essentiels. Il assurera notamment le suivi, évaluation de cette politique. Le document de politique prévoit également un plan d'action pour la période 2023-2027. Le projet de loi permettra de garantir et d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des médicaments et des produits de santé pour l'ensemble des Djiboutiens. Il vise aussi à renforcer notre système de santé.
Poursuivons, mesdames et messieurs, avec la deuxième partie du rapport du Conseil des ministres de ce mardi 2 mai 2023, toujours avec le porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. La troisième question concerne un projet de loi portant adoption de la liste nationale des médicaments. L'élaboration de la liste nationale des médicaments essentiels répond aux besoins d'une utilisation rationnelle des médicaments et est fortement recommandée par l'OMS. La dernière révision de la liste nationale date de 2003 et la nouvelle liste de référence a été approuvée à l'issue de la tenue de plusieurs rencontres des acteurs de différentes spécialités médicales et pharmaceutiques et devra répondre aux nouveaux enjeux et défis sanitaires. Les médicaments ont été sélectionnés en fonction de la prévalence des maladies, de l'innocuité, de l'efficacité sur la base des rapports coût-efficacité, recommandations et observations. Cette liste vise à favoriser l'image rationnelle des médicaments et servira de base pour l'élaboration des guides de traitement standard. Elle guidera un système d'approvisionnement public et privé des médicaments, orientera la production locale et facilitera l'éducation thérapeutique des patients. La quatrième question est relative à un projet de loi concernant les aires protégées. Le présent projet donc a pour objet la mise en place d'un cadre législatif relatif aux aires protégées. En effet, la loi numéro 45 portant création des aires protégées terrestres et marines a été promulguée en 2004, suivie par l'adoption en juillet 2009 du Code de l'environnement pour renforcer la législation dans ce domaine. 7 aires protégées ont été créées depuis l'adoption du premier texte législatif. Après 2 décennies, il s'est avéré urgent de procéder à la refonte de la loi de 2004 et aux critères en conformité au contexte actuel du pays et aux critères internationaux applicables en matière d'aires protégées. Le nouveau projet de loi précise les différentes catégories d'aires protégées reconnues mondialement, ainsi que la nomenclature des statuts de parcs naturels, de réserves biologiques, de réserves naturelles et de sites naturels. Ce projet de loi définit les modalités de création, de modification et de gestion des aires protégées, ainsi que les dispositions pénales pour les infractions et les peines applicables. La cinquième question concerne un projet de décret portant règlement général du brevet de technicien supérieur. Le projet de décret fixe les modalités de préparation et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur ainsi que l'organisation de l'examen du dit diplôme dit BTS. Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national qui se prépare dans les lycées généraux et professionnels sur une période de 2 ans. Il est aussi préparé par la voie de la formation professionnelle continue et par la voie de la validation des acquis de l'expérience. L'examen est ouvert aux candidats titulaires du bac général, du bac technologique et du baccalauréat professionnel. Le brevet permet aux titulaires de tenir des emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles, commerciales et de services. Cette formation professionnalisante permettra à nos jeunes une insertion rapide dans le monde du travail. Autre actualité de ce journal, le président de l'Assemblée nationale, M. Dilleta Mohamed Dilleta, a inauguré ce matin à l'hémicycle une formation dédiée pour les parlementaires. L'objectif de ce programme, c'est de permettre aux nouveaux députés une meilleure préparation dans le cadre de l'exercice de leur mandat, animé par des experts internationaux et nationaux. Durant cette formation, qui se déroulera en 3 jours, vise à permettre aux députés de mieux comprendre le fonctionnement des services administratifs de l'Assemblée nationale, mieux consolider la compréhension des enjeux liés au rôle d'un député, approfondir la maîtrise par les députés de certains aspects techniques du travail parlementaire, notamment du travail en commission. Un extrait de l'intervention du président de l'Assemblée, son Excellence, M. Dilleta Mohamed Dilleta. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue
à l'occasion de cette séance d'orientation des députés que nous organisons dans le cadre de ce début de la 9e législature. En effet, en tant que président de l'Assemblée, je considère que l'accompagnement et la formation des députés, et en particulier des nouveaux députés, sont très importants. C'est pourquoi nous avons planifié un programme en plusieurs étapes dans le but de permettre aux nouveaux députés une meilleure préparation dans le cadre de l'exercice de leur mandat. Dès la séance inaugurale qui s'est tenue le 5 mars, un stand d'accueil a été mis en place, un kit de bienvenue contenant entre autres un exemplaire de la Constitution, de règlement intérieur et des guides pratiques sur le travail parlementaire ont été distribués à l'ensemble des députés. La deuxième étape est l'organisation de cette présente séance d'orientation. Il s'agit d'une formation qui se déroulera en 3 jours et qui vise d'abord à permettre aux députés de mieux comprendre le fonctionnement des services administratifs de l'Assemblée nationale, mieux consolider la compréhension des enjeux liés au rôle des députés, approfondir la maîtrise par les députés de certains aspects techniques du travail parlementaire, notamment du travail en commission. Enfin, nous prévoyons une 3e étape qui consiste à compléter l'intégration des nouveaux députés par la mise en place des formations thématiques en fonction des besoins spécifiques du Parlement. Mes chers collègues, comme vous le savez, en notre qualité de représentants du peuple, nous avons tous pris l'engagement de poursuivre dans une ambiance apaisée et un esprit constructif notre mission constitutionnelle des parlementaires. Il est important, à mon sens, de traduire cette volonté d'engagement commun en acte et dans le but de donner un sens à notre mandat. Les députés de la 9e législature de l'Assemblée nationale se sont engagés dans cette voie et souhaitent nettement prendre en main les principaux instruments qui conduisent à un travail parlementaire de qualité. Mes chers collègues, pour finir, je vous encourage à être assidus au cours de ces séances de formation et souhaite plein succès à vos travaux. Grand format de ce journal, Djibouti, terre d'accueil de rencontres, un slogan choisi à juste titre. Depuis l'indépendance de la République de Djibouti s'est positionné comme un pays d'accueil des réfugiés de point de transit pour les ressortissants étrangers, fuyant les conflits dans la région, voire au-delà. Voici un grand format de la rédaction. Djibouti, terre d'accueil et de rencontres, un slogan choisi à juste titre. Depuis l'indépendance, la République de Djibouti s'est positionnée comme un pays d'accueil des réfugiés et de point de transit pour les ressortissants étrangers fuyant les conflits dans la région, voire au-delà. Quelles que soient les raisons, et qu'ils viennent de l'Éthiopie, de l'Érythrée, de la Somalie ou du Yémen, ils sont aujourd'hui des milliers à vivre sur le territoire national. Le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, estime en effet leur nombre à près de 36 500 personnes. Avec l'aide des organisations humanitaires, la République de Djibouti a accordé dès son accession à l'indépendance la mise en place des camps de réfugiés. Ali Adé, Holhol, Markazi. Depuis quelques années, la législation a beaucoup évolué en leur faveur, permettant notamment aux enfants des réfugiés d'intégrer le système éducatif djiboutien et de bénéficier de la prise en charge nécessaire. Ainsi, cette culture d'accueil est une pratique ancrée chez tous les Djiboutiens, comme nous l'explique ici le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, Djibouti a toujours été confronté à des situations de crise dans les pays voisins. Et ces situations de crise charrient vers notre pays des réfugiés, des demandeurs d'asile, des migrants, etc. Et nous avons toujours eu cette capacité à gérer ces situations de crise humanitaire, d'afflux de réfugiés, de migrants, en raison de ces instabilités dans le voisinage.
Plus récemment, au Yémen, nous avons reçu beaucoup de réfugiés. Et ceux qui sont venus en 1977, certains réfugiés de l'époque, éthiopiens, somaliens, sont toujours avec nous. Djibouti, de par sa position, je dirais, géostratégique, carrefour entre les continents, a toujours vécu, je dirais, cette situation de crise dans le pays de la région comme étant le pays d'accueil, le pays de recours, le pays d'asile. Et nous partageons avec nos frères qui viennent de ces pays-là nos ressources. Et nous avons à gérer également des situations difficiles parfois. Mais sachez que le slogan de terre d'échange et de rencontre de notre pays n'est pas fortuit. Et il veut dire quelque chose. Sur un autre plan, depuis 2 semaines maintenant, le Soudan est confronté à un conflit interne. Conséquence, des centaines de victimes civiles. La communauté internationale s'alarme sur la situation. Le monde entier se mobilise pour évacuer ses ressortissants. Djibouti aussi. Au total, 85 ressortissants djiboutiens ont été évacués depuis la capitale soudanaise. Ces derniers ont franchi la frontière pour se rendre en Éthiopie et ensuite regagner Djibouti à bord de la compagnie aérienne nationale Air Djibouti. En plus d'évacuer les Djiboutiens bloqués depuis plusieurs jours au Soudan, notre pays va jouer un rôle de premier choix dans l'aide qu'il apporte à une vingtaine de pays dont les citoyens se trouvent sur le territoire soudanais. Les instructions du chef de l'État sont claires et donc la mobilisation exceptionnelle. Gendarmerie, police, armée, aviation civile, tout le monde est à pied d'œuvre. Le monde a les yeux rivés sur Djibouti. Pendant plusieurs jours, l'aéroport international de Djibouti va connaître une cadence inhabituelle d'affluence d'avions. Cette fois, il ne s'agit pas de réfugiés, mais d'évacuation des ressortissants étrangers. Des pays amis comme la France, la Norvège, la Suède, les États-Unis, l'Italie, le Japon ou encore le Canada ont affrété des gros appareils. Selon le ministère des Affaires étrangères, ce sont près de 2000 personnes qui ont atterri sur le sol djiboutien avant de regagner leur pays respectif. Un soulagement donc pour toutes ces personnes dont la vie était menacée. Je voudrais remercier beaucoup le Djibouti parce que c'est brusquement que vous avez reçu aussi un très très grand nombre de personnes avec une hospitalité exceptionnelle et à nous accueillir dans une forme très spéciale que je ne vais jamais oublier. Oui, je vraiment voudrais remercier le gouvernement et le peuple djiboutien. L'évacuation se termine de façon parfaite à Djibouti, qui nous a accueillis en comprenant ce que sont les évacués, en comprenant que la détresse des gens qui ont quitté Khartoum après avoir tout perdu. Et Djibouti nous a accueillis avec patience, avec gentillesse, avec le sourire, avec l'hospitalité djiboutienne. Et je remercie sincèrement du fond du cœur les autorités djiboutiennes de nous avoir donné cette hospitalité. La délégation de l'Union européenne nous a permis d'assurer la liaison avec les autorités djiboutiennes. La collaboration avec les pays amis s'est intensifiée ces derniers jours, permettant aux opérations d'évacuation de se poursuivre dans des meilleures conditions. Comme toujours dans pareille situation, la République de Djibouti continue de jouer pleinement son rôle pour apporter des solutions. Mais la meilleure des solutions reste que le Soudan renoue avec la paix et la stabilité. Nous allons poursuivre ce journal juste après l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve dans un instant. Nous continuons toujours avec le Nouvelle National, où le préfet de Djibouti, M. Ousmane Bélé, et le directeur de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, M. Moustapha Mohamed Ismail, ont co-présidé ce matin dans la salle de conférence de l'Institut des études diplomatiques de Djibouti la cérémonie d'ouverture des sessions de formation sur le système intégré de la préfecture. Organisée par l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, ces sessions de formation dont les travaux ont débuté aujourd'hui vont se poursuivre durant 9 jours, compris du 2 au 11 mai 2023. L'objectif de cette formation est de doter la préfecture d'un système intégré, robuste, fiable et évolutif afin d'améliorer la gestion des services rendus par la préfecture. Ces sessions de formation s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la modernisation de l'administration publique et sa finalité est de doter l'administration centrale d'une solution centralisée de gestion électronique de courriers et de documents afin de mieux servir ses usagers.
Cette nouvelle plateforme va permettre aux agents de la préfecture de suivre l'état d'avancement de toutes les demandes des usagers à travers un système, alors que les usagers, quant à eux, vont recevoir un SMS signalant l'état d'avancement de leur demande. Dans son intervention, le préfet de Djibouti, M. Ousmane Belé, a souligné que cette formation va permettre au personnel de la préfecture de Djibouti de se doter des compétences nécessaires sur la nouvelle plateforme du système intégré de la préfecture. Puis dans son intervention, le directeur de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, M. Moustapha Mohamed Ismail, a témoigné que cette formation s'inscrit dans le cadre de doter l'administration centrale d'une solution centralisée de gestion électronique des courriers et des documents. Moderniser les plateformes et les systèmes d'information de l'État afin de les rendre plus efficaces, plus rentables, plus transparents et surtout plus proches des citoyens. C'est un système qui va leur permettre aussi de suivre leurs dossiers depuis chez eux. Marocaine de l'AMC, agence marocaine de la coopération internationale et de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail est venue à Djibouti pour rencontrer les hauts cadres du MENFOB, notamment le secrétaire général du MENFOB, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, et du directeur général de la formation, M. Abdelkader Hamed, et ses proches collaborateurs. La mission de cette délégation conduite par l'ambassadeur du Maroc à Djibouti s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de l'Alliance africaine pour le développement de la formation professionnelle, dont la convention a été paraphée par plus de 53 pays, dont la République de Djibouti. Rappelons que Djibouti est membre de 20 pays pour la promotion de la formation professionnelle en Afrique et que le ministre de l'Éducation nationale fait partie des membres exécutifs de cette alliance. Les discussions ont également porté sur l'amélioration et la poursuite du programme de jeunes boursiers djiboutiens formés dans les centres du Maroc pour améliorer leur cursus. Chaque année, les 30 meilleurs bacheliers de la formation professionnelle poursuivent leurs études au Maroc en bénéficiant d'une bourse. Cette mission est là aujourd'hui pour travailler avec nous, pour améliorer, voir le diagnostic et de faire le bilan de notre politique nationale de la formation professionnelle dans le cadre du premier plan d'action opérationnel de cette politique nationale. Un des premiers objectifs, c'est améliorer l'accès, bien sûr, voir avec les requêtes qu'on peut préparer la construction de nouveaux centres de métiers et bien sûr la cité des métiers des compétences également et aussi une des discussions avec l'Agence marocaine de la coopération. Nous sommes en train de travailler de comment améliorer la formation au Maroc de nos stagiaires djiboutiens après le bac, le professionnel. Donc nous, comme vous le savez, chaque année, il y a 30 jeunes, les 30 meilleurs jeunes de bachelier professionnel qui partent au Maroc pour compléter leur cursus de formation avec un BTS des techniciens donc supérieurs. Et au niveau de l'OFPBT, nous travaillons également comment améliorer la gestion de nos centres sectoriels, comment améliorer également la formation de nos formateurs, travailler également sur la réforme de nos programmes et aussi comment travailler un meilleur partenariat avec les entreprises. Ensuite, je vous emmène vers une plage située à Doralé, où le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsama Dirié, accompagné du ministre de la Décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, ont présidé la cérémonie d'inauguration du centre touristique balnéaire Coco Beach du Petit Ambado. La cérémonie d'inauguration de cette belle plage a eu lieu en présence du secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, M. Ali Daoud, mais aussi du directeur de l'Agence nationale du tourisme, M. Ousmane Abdi, et également du président de la commune de Balbala, du gérant du centre touristique balnéaire Coco Beach, Petit Ambado, Mme Bahja. C'est ainsi que le ministre du Commerce et du Tourisme a coupé le ruban inaugural aux côtés du ministre de la Décentralisation, ou dans le cadre de la valorisation et promotion du tourisme à Djibouti, que l'Agence nationale du tourisme mène un travail acharné remarquable qui a comme
objectif d'exploiter nos belles plages situées dans la capitale et dans les districts de l'intérieur. C'est dans cette optique que la plage Petit Ambado est aménagée et réalisée avec le financement de l'Agence nationale du tourisme et confiée à un opérateur privé, jeune femme dynamique de la diaspora djiboutienne qui a eu la volonté de participer au développement de son pays, qui est Djibouti, terre de rencontres et d'échanges. Au cours de cette cérémonie, le ministre du Commerce et du Tourisme et le ministre de la Décentralisation ont visité le centre touristique balnéaire. Ensuite, des kits solaires ont été remis aux gérants des sites touristiques de la capitale et ceux des districts de l'intérieur afin de les soutenir dans leur projet sur la promotion du tourisme en République de Djibouti. À la fin de la cérémonie, le directeur de l'Agence nationale du tourisme a remis les clés de ce centre à Mme Bahja Omar, qui va gérer ce centre touristique dénommé Coco Beach Petit Ambado. dalkoodiyo nabadda jecel waxaan u ducaynayaa hoggaanshaha doobirta leh geesiga ku dadaale dalxiiska horumarshe dareemay qiimihiisa way dareemay qiimihiisa waxaan darajada ku helay dadkayga xadaaradale bulshada isu duubane dalkoodiyo nabadda jecel kah abam kadhadoocana badhagraay faatole agatah nice fadhaanam kayniyay maja. Le directeur de l'Agence nationale du tourisme a remercié le ministre du Commerce et du Tourisme pour avoir parrainé cette inauguration de ce centre touristique balnéaire Petit Ambado. On écoute un extrait de sa réaction. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous d'avoir le ministre de l'Organisation et le ministre du Tourisme et du Commerce pour l'inauguration de ce centre balnéaire à Petit Ambado. Ce centre a été, dans sa phase 1, réalisé et financé par l'ONTD. Et dans la phase 2, nous avons confié à un opérateur privé local pour qu'il investisse dans d'autres infrastructures. L'objectif, c'est d'exploiter nos belles plages qui sont malheureusement à ce jour peu mises en valeur. Donc ces plages permettront de générer beaucoup d'emplois, de développer les facilités accordées non seulement à nos concitoyens, mais aussi aux touristes qui viennent visiter notre beau pays. Donc nous avons 347 km de littoral et ça c'est un premier projet. Nous espérons, Inch'Allah, continuer sur cet élan pour donner cette opportunité aux jeunes, aux femmes qui sont dans notre pays. Inch'Allah, nous allons continuer cet élan aussi dans les régions de l'intérieur. L'objectif, c'est toujours d'accompagner les opérateurs des campements qui ont des difficultés pour l'accès au financement. Et à travers ces kits solaires, nous souhaiterions démontrer que l'État est à leur côté pour le soutien de leurs activités. Donc c'est un premier geste qu'on a accordé au campement des régions principalement. Et Inch'Allah, nous espérons aussi apporter à chaque fois que c'est nécessaire tous les soutiens. Déjà, nous avons organisé à maintes reprises plusieurs formations dans les domaines de la gestion des campements touristiques, dans l'accompagnement des touristes, tout ça. Et ces kits solaires témoignent justement de cette volonté pour Maractey, leur montrer que l'État, le gouvernement, le ministère du Tourisme et l'Agence nationale du tourisme va toujours rester à leur côté pour Maractey soutenir le développement de leur activité. C'est dans le cadre des activités marquant la célébration de la Journée mondiale de la santé, le 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé, que le ministère de la Santé a organisé au complexe sportif de la garde républicaine un tournoi de football appelé Tournoi de football Youssouf Abdullahi Iftin. Ce tournoi a opposé plusieurs équipes issues des établissements sanitaires et services de santé publics et parapublics du pays. Après 2 semaines de compétition intense, la finale de ce tournoi s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble Abdillah, et du secrétaire d'État au sport, M. Hassan Mohamed Kamil. À l'issue d'un match palpitant, ce fut finalement l'équipe de la maternité Dar Hanan qui a remporté cette finale contre l'équipe des services de santé des forces armées.
Direction le sud, où un 1er mai arrosé, une forte pluie a largement arrosé hier dans l'après-midi l'ensemble de la région Assedjog. Depuis l'après-midi, la pluie a continué de pianoter sur la ville et sur les toits des bâtisses. Des trombes d'eau qui ont d'un seul coup balayé la chaleur. L'air et l'atmosphère sont devenus doux grâce aux précipitations régulières. La ville est plongée dans un ton de saison fraîche. Les écoulements d'eau dans les oueds et dans les ruelles de quartier ont redonné la terre a un aspect propre, donc vierge. Voici quelques images de la région d'Ali Sabié. Toujours dans le cadre de lutte contre la contrebande et les produits illicites, c'est dans la circonscription de Yoboki, notamment à Gallafi, que les éléments de la douane de Gallafi, en collaboration avec l'armée frontalière et de la police, ont intercepté une quantité importante de khat en provenance de l'Éthiopie. Ces derniers ont intercepté 15 colis de khat et de 50 kilos, le sac soit 750 kilos. Après le saisie, la séance de la destruction de ces khat a eu lieu sur place et a pris le feu. Rappelons que ces opérations s'effectuent sous l'autorité du responsable de la brigade de la douane de Gallafi, M. Ahmed Ali Hassan, chef de brigade de Gallafi. Le directeur général de la douane et des droits indirects, M. Gouled Ahmed, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane et militaires de Gallafi pour leur collaboration à la réussite de cette opération à la lutte contre la contrebande. Pour les actualités internationales, les deux hommes ont discuté des conséquences de la crise russo-ukrainienne sur l'Afrique, notamment la flambée des prix. La Russie et l'Ukraine étant les principaux fournisseurs de blé en continent, il a été également question de la Palestine, de la situation en Libye et de la crise actuelle au Soudan. Les développements au Soudan ont occupé un aspect important dans ces discussions, car j'ai signifié au Premier ministre de la vision de l'Égypte basée sur la nécessité de cessation immédiate, permanente et globale des tirs au Soudan et l'importance de l'abstention de toute partie extérieure dans la crise en tant qu'affaire purement soudanaise, ce qui facilitera le désamorçage de la crise et empêchera son aggravation. En Égypte, le Premier ministre japonais a rencontré Ahmed Aboul-Gheit, le secrétaire général de la Ligue arabe, dont le siège se trouve au Caire. Après le Caire, le Premier ministre japonais Fumio Kishida s'est rendu lundi au Ghana, accueilli par le vice-président ghanéen Mahamadou Bawumia. Il se rendra par la suite au Kenya et achèvera sa tournée au Mozambique. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.